Du gros contenu s'en vient sur le TSLH Podcast et on commence avec cet épisode Mock Draft 2024. Pascal et moi, on s'assoit dans la chaise des DG, on s'est séparé les équipes et on analyse, on cible le joueur qui ferait le plus de sens au rang déterminé. Donc, première partie du mock draft du TSLH Podcast, ça commence dans cet épisode. Dans le sujet d'actualité de l'heure, avant tout, on parle du hockey mineur qui est devenu un réel cancer incurable. Et c'est en lien avec le texte d'Alex Picard sur TVA Sport. Donc, mock draft, ça commence dans cet épisode. Un épisode qui est présenté par Barbe Noire. Donc, visitez le site web à barbenoire.com pour passer votre commande de viande fumée dès maintenant. Je vous rappelle également que dans la description de l'épisode, vous avez un code promo e-box pour sauver 25$ si vous êtes avec e-box au niveau de votre Internet résidentiel. Donc, sur ce, je vous souhaite un très bon podcast. La suite du mock draft s'en vient sur les plateformes YouTube, Apple Podcasts, Spotify. N'oubliez pas de visiter notre Patreon si vous voulez avoir du contenu exclusif également. Bon épisode! Présentation de toutsurlehockey.com. Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du TSLH Podcast. Je suis avec Pascal pour cet épisode et puis on a un gros podcast pour vous parce que oui, on commence nos mock drafts pour le repêchage 2024. Mock draft qui, on le rappelle, n'est pas une liste, mais bien une prédiction des sélections des équipes en fonction des rangs, en fonction de ce qui circule dans les informations et surtout en fonction de ce qu'on croit qui va arriver selon des analyses, selon nos observations et tout. Donc, on a décidé pour cette année de s'attribuer des équipes, moi et Pascal, et puis on va sélectionner des joueurs en fonction de ce qu'on croit qui pourrait arriver la journée du repêchage. Mais avant de se lancer dans ce mock draft-là qui, dans cet épisode, va toucher le top 10, on va faire 2 autres épisodes pour le reste du mock draft. Mais on a un petit sujet de l'heure. Comme à l'habitude, on va commencer avec un sujet d'actualité. Pascal, c'est un sujet qui a circulé beaucoup à la suite d'un texte de Alexandre Picard. Alex Picard qui est analyste à TVA Sport, mais surtout ancien joueur de la Ligue nationale, faisait part d'une expérience plutôt atroce du côté du hockey mineur. Puis tu sais, on n'est pas à la première histoire de ce sens-là. Au niveau du hockey mineur, Pascal, tu as lu le texte. Comment tu as perçu les propos qui ont été dits concernant le traitement dans le hockey mineur et la culture qui règne là-dedans? Ouais, parce que je suis quand même assez content de jamais avoir passé par là dans le hockey mineur. Moi, j'ai arrêté, on a vu ça. J'ai vraiment arrêté de bonheur à cause de déménagements multiples quand j'étais jeune. J'avais joué avec Francis Veropa, là, brag. Pas grand brag là. Mais je suis bien content que ça se soit arrêté là, dans le fond, parce que de voir ça, tu sais, c'est parce que
c'est pour le développement, puis c'est pas traité comme ça. C'est traité comme des ligues de performance, comme si c'était du pro. Est-ce que je peux leur en vouloir? Non, mais je leur en veux de pas vouloir s'améliorer, comme on a vu avec Jocelyn Thibault, qui a donné sa démission parce que justement, il frappait un mur. Donc là, ça fait, tu sais, ce genre de texte-là, ça arrêtera pas là. Le hockey au Canada et au Québec est malade. Puis c'est pas à cause qu'il n'y a pas des joueurs de la Ligue nationale de hockey du Québec, c'est vraiment nos jeunes, ils ont pas tout le temps tant de fun que ça. Puis les autres qui sont bons, ils ont du fun parce qu'ils jouent beaucoup. Mais le contexte dans lequel ils jouent, est-ce qu'il est vraiment le meilleur pour développer des hommes ou des femmes matures et tout? Mais il y a des doutes. On a beaucoup le principe de l'élitisme au hockey, moi je trouve, là, tu sais, puis on l'applique de bonne heure, là, c'est incroyable, tu sais. Moi, je suis issu un petit peu du développement dans le baseball plus que dans le hockey, là. Tu sais, j'ai arrêté de jouer au hockey à Tome 2B, là, fait que j'ai pas assez d'expérience dans le hockey mineur, mais pour avoir vécu du développement élite au baseball, tu sais, l'élitisme commence à partir du midget quand il y a une séparation entre les joueurs que tu aspires à jouer dans le junior majeur et dans les collèges, la NCAA et tout. Mais avant ça, il n'y a absolument rien de ça. Puis là, parce que c'est le sport national, si on veut, on devrait mettre de l'élite à partir de 10 ans, 12 ans, 13 ans. Ça n'a aucun sens, honnêtement. Tu sais, à 13 ans, de devoir prendre des décisions en série, de bencher un gardien de but, comme on a pu lire dans le texte à Alex Picard, tu sais, parce que c'est ça, tu sais, on arrive à la Coupe Dodge, puis un gardien réchauffe le banc toute la game. Je m'excuse, tu sais, je veux dire, le kid, il a 13 ans, il a 14 ans, tu sais, lui, il joue pour s'amuser, probablement. Ouais. C'est trop jeune, je trouve, pour rentrer dans l'élite, puis c'est ça qui est une bonne problématique, je trouve. Puis il y a une des affaires que j'ai bien aimé du texte, tu sais, il disait que chaque joueur dans l'alignement, qu'il soit deuxième gardien ou joueur de troisième trio, de quatrième trio, a le droit de vivre l'expérience d'un match stressant ou d'un chiffre de fin de période ou whatever, parce qu'il y a oui, il n'a peut-être pas le même talent, mais il est là pour ça. Il est là pour se développer en tant qu'humain et en tant que joueur de hockey. Il a le droit de vivre ça, mais c'est tout le temps les mêmes qui vont le vivre parce que justement, ils ont un peu plus de talent ou plus de moyens ou des parents qui payent un peu plus le coach. Donc, tu sais, c'est ça. Fait que ça me gosse pas mal. Puis, tu sais, t'as le contexte probablement qui est, comme Nicolas Cloutier a dit, qu'il allait avoir d'autres textes. Tu sais, il y a sûrement des textes sur le scolaire versus les midgets et tout, qui sont regardés de haut et tout. Là, donc, j'ai bien hâte de voir là, les prochains textes qui arrivent. Il y en a eu un de Martin Leclerc, je crois, sur Montréal. OK, Montréal. ça pue. Fait que, ouais, c'est très, très délicat quand même comme sujet, parce que tout le monde le sait. Tout le monde trouve que c'est de la merde un peu. Mais il n'y a personne qui met l'épaule à la roue pour faire changer les choses. Puis il y a des journalistes qui, là, ils vont faire des gros dossiers, comme c'était vraiment un bon texte, parce que c'est vu de l'intérieur et tout. Et qu'est-ce que ça va changer? Je sais pas. Tu sais, on parlait que le hockey mineur au Québec était rendu un cancer incurable, puis tu sais, c'est un cancer généralisé, tu sais, parce que c'est... Dans le texte, on faisait effet d'entraîneurs qui utilisaient beaucoup les mêmes joueurs. Il y avait beaucoup d'inégalités dans le temps de jeu. On en a vu là, des histoires d'entraîneurs qui se croient comme des Jack Adams de la Ligue nationale, puis ça dirige de l'Atome, puis du Pee-Wee, puis du Bantam, comme si c'était une équipe de la Ligue junior majeure. Je l'ai vécu, j'ai arbitré 8 ans au hockey, puis je vous le dis, là, j'ai arbitré à 14 ans, puis des entraîneurs novices et atomes de te menacer, de te tirer des sauts de puck sur la tête, ça arrive. Puis ça arrivait, ça arrivait en 2008, ça arrivait en 2005, puis ça arrive encore en 2024. Fait qu'on a beau dire, on est en 2024, ça n'a plus de sens. Ça fait énormément d'années que c'est comme ça, puis c'est pas plus acceptable en 2005 qu'en 2024. Mais tu sais, est-ce que le problème se situe au niveau des bénévoles entraîneurs?
est-ce que le problème se situe au niveau des joueurs, des officiels, des parents, de l'organisation? C'est un problème qui est tout simplement généralisé, à mon avis. Ben, c'est ça qui est inquiétant, pareil. Et oui, tout le monde a sa part de responsabilité, mais tout part d'en haut. Oui. Absolument tout part d'en haut. Fait que tant qu'en haut, ça change pas, puis qu'ils implantent pas les affaires, pas forcées, là, mais on est vraiment de l'extérieur. On parle pas au travers de notre chapeau, parce que oui, on n'est pas à l'intérieur de tout ça, mais visiblement, de l'extérieur, on voit qu'il y a un problème, là. Fait que tant que ça part pas d'en haut, qu'ils mettent pas des affaires en place pour rendre le monde redevable, puis en tout cas, j'ai bien la misère à voir ça changer. Puis s'il y en a qui, dans ceux qui nous écoutent, qui connaissent ça un peu plus que nous autres, qui ont une opinion et tout, ou même qui connaissent pas nécessairement ça plus que nous autres, mais qui ont une opinion, dans les commentaires, venez parler avec nous autres, parce que ça nous intéresse, c'est sûr et certain, c'est notre sport aussi, là. Bon, on a du monde en commentaire qui disent... le problème au Québec, c'est qu'il y a 8 millions de DG, coach, chaque parent connaît ça. Je suis tellement d'accord avec ce point-là. Puis, je suis d'accord avec ton point, Pascal, de dire que le problème part d'en haut, mais on a tendance, des fois, puis là, c'est vraiment une analyse sociologique de coin de table, là. Fait que c'est une opinion que je partage, là. Je la tiens à chronique le dire, coin de table. Ouais, c'est ça. Mais on a tendance des fois à se déresponsabiliser, je trouve, dans la société. Il arrive quelque chose, puis c'est la faute des hôpitaux, c'est la faute des institutions, c'est la faute des hôpitaux, c'est la faute du gouvernement, c'est la faute de la police, c'est de la faute des politiciens, c'est de la faute de ci pis ça. On a beaucoup de tendance à se déresponsabiliser au profit des institutions. Oui. Fait que est-ce que c'est un problème à 100% d'Hockey Québec, d'Hockey Montréal, puis des organisations de hockey mineur? Je pense pas. Il y a une partie, oui, qui part dans... Oui, tout le monde est responsable. Je ne dis pas le contraire. Mais je trouve que dans ces histoires-là, on oublie le fait que on en voit là, des parents débiles dans les estrades qui font les caves devant des enfants de 9 ans, 10 ans. On en voit des entraîneurs imbéciles qui coachent comme si c'était la Ligue nationale. Puis tu sais, moi je trouve que le problème va plus loin. À un moment donné, c'est bien beau la passion du hockey puis tout ça, là, mais il faut juste pas oublier l'aspect numéro 1, c'est qu'il y a 99,9% de ces jeunes-là qui n'iront jamais jouer dans la Ligue nationale, puis un très, 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 très faible pourcentage va jouer dans la LHJMQ. Fait qu'à un moment donné, là, dégazez donc un peu, là. Dégazez, là. Hey, sérieusement, là. Non, mais tu sais, c'est parce que ça n'a pas de sens, tu sais. On voit des parents chialer sur les organisations sportives et tout, mais après ça, tu te retournes quand tu vas dans les arénas. Tu sais, je le disais tout à l'heure, j'ai arbitré pendant 8 ans, puis des parents débiles, il y en a, c'est épouvantable. Puis il n'y a personne. On dirait que t'as comme peur d'intervenir avec ces innocents-là en te disant, ben les institutions vont s'en occuper. Ben non, à un moment donné, il faut que tu te responsabilises aussi. Tu sais. Ça me fait penser aux commentaires Facebook. Même affaire. On dirait que les estrades d'un aréna, c'est la même affaire avec les commentaires Facebook. C'est la même affaire pour ceux-là qui viennent de ma région, dans n'importe quelle région. Quand tu t'en vas dans une ZEC, dans les passes dangereuses au Lac-Saint-Jean ou bien Mont-Valin, on dirait que là, plus de police, plus qui fait du radar, on va à 150, on boit de la bière. Puis quand tu suis quelqu'un qui fait ça, t'es capable de compter les bières qu'il jette dehors sur le bord du chemin. On dirait que dans une aréna, c'est une micro-société, que tu peux faire un peu ce que tu veux, crier des bêtises à n'importe quoi. Tu sais, même au Saguenay, j'étais sur la galerie de presse, puis au Saguenay, sur la galerie de presse, t'as des places qui sont comme réservées à ceux-là qui gagnent des billets, mettons, puis qui vont là, mettons, l'hôtel de Montagnier, whatever. Pendant la série l'année passée, il y a du monde qui envoyait chier Patrick Roy. C'est l'année passée, là, 2 ans, bref, qui disait des insultes incroyables à Patrick Roy, qui insultait son fils sur son orientation, peu importe. J'étais comme, what the hell? c'est à côté des journalistes puis du présentateur, ben, le gars qui fait le play-by-play, j'avais comme, c'est quoi ton rapport? Tu sais, il était
clairement intoxiqué à la bière, là, avec sa gamme de chum qui trouvait ça drôle. J'étais comme, ailleurs, là, tu ferais ramasser, ce gars-là. Pourquoi il s'est accepté, là? Ah ouais. Puis, je me suis pas levé, parce que c'est ça. C'est genre, laisse-le faire. Amener quelqu'un qui va se lever. Personne qui se lève. Tu sais, tout le monde est responsable. Non, c'est ça. Puis, tu sais, on pousse la réflexion encore plus loin parce que, tu sais, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de passion sportive mal placée dans cette histoire-là, que ça va au-delà des organisations et tout. Puis, tu sais, là, je commencerai pas à parler des comportements humains, là, parce qu'on finira plus, là, mais... Jess va embarquer. Ouais, mais tu sais, j'ai joué au baseball dans le junior élite, là, puis on allait jouer dans des endroits où on se faisait verser de la bière sur la tête, là. On se tournait au banc, puis on se faisait tirer de la bière par les partisans. Puis il y avait des enfants dans les estrades, là. Pendant l'hymne national, il y avait des kids avec les joueurs dans le diamond, puis dans le champ. Il y avait des équipes sportives qui venaient voir ces matchs-là. Puis pendant le match, tu sais, encore là, dans le senior, présentement, dans le baseball, je suis allé jouer à des places, puis j'arrive au bâton, puis j'entends en arrière du marbre. Lance-y sa tête, tabarnak! Il y a des enfants dans les estrades. Je suis comme, voyons, donc. Fait que, tu sais. T'es pas à lutte, ici, là. C'est ça. Bon, allez me à chercher. Lutte, t'as le doigt. C'est ça, à lutte, c'est correct, mais c'est ça. Fait que, tu sais, je comprends. Tu sais, là, on revient au hockey, mais, tu sais, je pense que ça va au-delà du hockey. Tu sais, je pense que, oui, l'organisation a ses responsabilités d'éduquer le parent et tout, mais c'est parce qu'à un moment donné, tu sais, le parent, l'adulte qui est derrière le banc, il a aussi sa responsabilité à prendre. Puis ça, je trouve qu'on l'oublie vraiment beaucoup parce que tout comportement fait par un adulte dans un aréna, que ce soit un coach, un arbitre, un entraîneur, un marqueur ou peu importe, faut juste se rappeler que des enfants, ça patinoire. Puis des enfants, là, c'est des éponges. Là, ils apprennent tout. Là. Fait que c'est pas pour rien. Et, je veux dire, on arrivait dans le bantam, puis là, c'était rendu les joueurs qui insultaient les arbitres parce qu'ils avaient appris ça des parents dans le novice puis dans la tombe. T'sais. Fait que c'est ça. C'est un bon cancer généralisé. Puis honnêtement, il y en a eu des rapports, puis il y a eu des personnalités sportives connues qui ont fait des interventions, puis il n'y a pas rien qui change. T'sais. Ça fait des années que c'est comme ça, puis ça change pas. Même Justin Saint-Pierre, il est impliqué dans un... Je me rappelle plus c'est quoi, là. J'en passe à la radio, mais il est impliqué justement pour les arbitres et tout, là, pour essayer de changer un peu la donne. Bonne chance. C'est pas ça qui va changer en premier d'après moi. Ben, tu sais, puis là, je fais du pouce là-dessus, mais pendant des années, j'ai vu ça, là, des parents. Moi, je me suis fait attendre. Je me suis fait dire qu'on allait m'attendre dans le parking très souvent, alors que j'étais mineur. Quand j'arbitrais, ça arrivait très souvent, là, tu sais. Puis, tu sais, je me suis forgé un caractère avec ça, veux pas, mais quand tu regardes ça avec du recul, tu fais ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de sens. Mais là, on arrive en 2024, puis là, on commence à se dire, ben là, la game de mon kid a été annulée, il n'y a pas d'arbitre, ça n'a pas de bon sens, il faut que le hockey mineur fasse de quoi, puis on trouve plus d'arbitre, puis il faut que le hockey Québec fasse de quoi. Hey, si vous n'aviez pas écœuré les arbitres pendant 20 ans, Christy, il y en aurait des arbitres sur la patinoire. Fait à un moment donné, la responsabilité, c'est-tu vraiment l'organisation ou si c'est l'attitude générale et la culture qui règne dans le hockey qui est problématique? Là, je parle même pas de culture au niveau, tu sais, on aime ça planter la culture du hockey quand il y a des scandales sexuels qui sortent, là. Mais la culture du hockey, là, est pas mal contaminée par la passion exagérée des adultes qui font partie de cette culture-là, je trouve. Ouais, c'est comme quand tu chiales sur dans ma timeline, il y a juste des textes de rumeurs des Canadiens que mon invente. Arrête de cliquer. C'est ça. Arrête de cliquer, c'est ta faute. C'est juste ça. En tout cas. C'est un très bon lien, Pascal. J'adore ça. Mais tu sais, comme on dit, on le vit pas nécessairement. Moi, je l'ai vécu en étant arbitre, mais on le vit pas nécessairement présentement. Mais je pense qu'il y a place à discussion et tout dans ce sujet-là. Mais je vous invite, ceux qui ne l'ont pas lu là, encore, là, d'aller lire le texte sur TVA Sport d'Alexandre Picard au sujet du hockey mineur. Là, c'était vraiment intéressant comme point de vue de parents et d'assistants coach, parce que c'est un peu ça qu'il nous partageait dans son texte. Yes.
Good. Ceci étant dit, on va venir au sujet principal de notre épisode, après avoir traité du sujet de l'heure. Mock Draft Top 10 pour cet épisode-là. Pascal, tu as écrit une série de tweets hier, si je ne m'abuse. Oui. Là, pour ceux qui écoutent sur les plateformes publiques, ça va faire presque une semaine, mais vous irez consulter le Twitter à Pascal. Mais dans l'exercice du mock draft, on va choisir des joueurs, des espoirs. On va cibler selon des analyses, des besoins, quel espoir on verrait sortir à tel rang. Quand tu as parlé sur Twitter au sujet de c'est pas parce que tu cibles un espoir que l'autre est pas bon, je trouvais ça important que tu viennes nous rappeler cette mise en garde-là au sujet des espoirs avant de commencer le top 10 puis le reste du mock draft. Parce que oui, on va sélectionner des joueurs pour des équipes. Puis oui, ça pourrait être le joueur que vous ne voulez pas. Mais, Pascal, mise en garde pour ça. Ouais, c'est dans les derniers temps, à cause de la nouvelle, Michkov pourrait jouer à Philadelphie dès l'automne prochain. Il y a du monde qui font comme pas les savants, les faux sacheux. En fond, ils ont comme, alors, Reinbacker il a besoin d'être bon si Michkov joue dès l'année prochaine parce que justement, Michkov va faire péter 30 buts, ou ben, ils font comme prévoir que le monde va capoter sur la différence entre ces deux joueurs-là puis le fait que les Canadiens l'ont pas pris à cause du contrat alors que c'est probablement même pas ça la raison. Je vois ça aller, je suis comme, laisse le temps au monde de chialer avant de dire ce genre de commentaires-là, puis ce qui m'énerve le plus dans ça, là, dans ce qui arrive là, que le monde font comme dire là, faut pas trop mettre de pression sur Reinbacher comparativement à Michkov qui s'en vient. Peu importe les commentaires ou comment vous voyez ça, les choix sont faits. C'est fait, c'est funny. Le lien s'est terminé à quand le Canadien a choisi Reinbacher. Si assumez votre favoritisme, c'est-à-dire assumez le fait que vous aimez le Canadien de Montréal, ça a été leur choix. Là, c'est terminé. Oui, sur un redraft, on peut regarder ça avec un recul, mais un redraft, là, tu fais ça dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans après leur carrière, OK? Ça sert à rien de faire ça là, 1 an après. À court terme, on n'aura jamais de réponse, surtout que c'est un Russe, puis un défenseur suisse, que Michkov, ça fait 3, 4, 5 ans qu'on le voit quasiment générationnel, puis Reinbacher, c'est un late bloomer. C'est un late à son repêchage qui s'est développé pas sur le tard, mais qui a vraiment skyrocketé les listes, même si nous autres, généralement, on l'aimait pas beaucoup, à cause d'un talent offensif limité, mais à part Saint-Laurent, mettons, Simon Saint-Laurent. Mais ça m'énerve. Tu sais, ma série de 4 tweets, ce que j'ai fait, c'est que c'était mon choix à Michkov, mais c'est pas lui du CH, donc faut vivre avec. Mais le lien s'est terminé là, comme j'en ai parlé un peu. Puis, à la place de tout le temps comparer les deux, parler des deux en même temps, faites juste regarder un avec les Flyers, un avec les Canadiens de Montréal ou Laval, puis apprécier leur progression d'un bord puis de l'autre. Il n'y a pas de lien à faire encore à ce jour-là entre les deux. Tu sais, c'est deux contextes, c'est deux parcours, deux marchés, deux personnes, deux positions complètement différentes. Tu sais, ça va être la même affaire cette année avec Iginla, Lindstrom et Seneca. Peu importe lequel que le Canadien sélectionne, mais on peut-tu arrêter de tracher un pour remonter l'autre? C'est toxique, surtout depuis 2022, quand le Canadien a pris Slavkovski. Quand tu parlais de si on choisit un joueur avant un autre, ça veut pas dire qu'on le déteste. On avait quasiment tout right premier. À part Sébastien, je pense qu'il avait Cooley premier. Cooley deuxième, ou ça se voit, peu importe, là. Mais m'amener, c'est pas à cause que j'ai Slavkovski troisième que je le déteste. Il est fucking troisième sur ma liste. sur 600, 700 espoirs qui peuvent être repêchés, tu sais. Ouais, c'est ça. Tu sais, ça veut pas dire que tu l'aimes pas, là. C'est juste que tu évalues que d'ici 5, 10, 15 ans, il va être dans minimum le top 5 de ce repêchage-là. Puis on a fait beaucoup de vidéos pour dire que peu importe lequel que le Canadien choisit, parce que moi, d'entre les trois, ça va être un bon choix. Voici pourquoi lui, ce serait un bon choix, pourquoi lui, ça serait un bon choix, pourquoi lui, ça serait un bon choix. C'est pas genre, ça devrait être right.
sans parler de Wright, puis après ça, dire Slavkovski, genre, tu trashes son IQ, tu trashes peu importe, il joue en Liga, c'est de la merde, il a juste joué en international qui était bon. Ouais. Après ça, Cooley, il a joué pour... il était pas physique et c'est un gars de périphérie. Non, parle de positif. Décris le joueur. OK, moi, j'aime mieux Wright. Pourquoi? Es-tu capable de répondre pourquoi? Non? Ferme ta gueule. c'est juste ça. Ça m'énerve, le négatif, puis le... Comment j'ai dit ça dans mes tweets? Sacrez-nous patience avec le trashing, le cynisme et ceux qui se prennent trop au sérieux, qui inventent des stats, qui comparent juste les stats. Tu sais, Byron Bader, ce que j'ai retweeté, son modèle, je le comprends, c'est correct, mais se fier juste à la projection que les stats te donnent pour comparer Reinbacher puis Michkov, c'est juste conditionner les gens au trashing. C'est vraiment juste ça. Puis il faut que le monde arrête de prendre ça pour la seule évaluation. C'est comme quand tu prends juste le championnat du monde junior, parce que nous autres, on évalue surtout le high test, c'est ça qu'on fait, dans le fond, on le regarde avec nos yeux, les matchs. Mais si tu prends juste le championnat du monde junior, ou le championnat des moins de 18 ans, ou le Lincoln Gretzky, ton high test est pas bon. Fait que tu sais, c'est un melting pot de tout. Faut arrêter de parler juste du négatif puis de tracher l'opinion des autres juste parce que nous autres, on pense que McCagg a raison. Fait que là, ouais, McCagg a raison, ça fait 2 années qu'il a raison. Ben, il y avait sûrement une plug. Fait qu'il plug le joueur qui se fait plugger plus haut sur sa liste. Évidemment, on le sait, il faut qu'il vende des abonnements. Là, il dit, cette année, c'est Seneca, donc c'est sûrement lui. Fait que là, je trash Higgin-là, je trash Lindstrom, je trash Levchunov, peu importe. C'est pas comme ça qu'il faut aller. Ça me gosse. Ben, c'est parce qu'en plus, souvent, merci Pascal de s'être envolé. Je vais respirer. Moi, vous voyez, je suis comme mes cheveux sont comme mouillés, j'arrête de travailler dehors. J'ai pas les cheveux gras. J'avais pas de popcorn, mais j'aurais pris volontiers quelques poignées de popcorn pendant cette envolée-là. Non, mais tu sais, c'est qu'on le voit à toutes les années. Tu sais. Ah ouais. Soudainement, il y a un joueur qui sort dans le débat en fin de saison, puis là, on met aux poubelles tout ce qui s'est passé pendant la saison. Puis tu sais, on en a des exemples, là. On en a beaucoup sur Twitter, surtout. Tu sais, je sais pas si ces personnes-là nous écoutent parce que souvent, c'est des comptes un peu anonymes, mais tu sais, ça louange des joueurs pendant toute la saison. Puis soudainement, le 27 avril, il y a un ancien recruteur qui dit que tel joueur, c'est le riser cette année. Puis à partir du mois de mai, le joueur qui a été vanté toute la saison devient un tas de marde. Puis l'autre, il est meilleur. Pourquoi? T'sais, pourquoi? C'est juste... Puis c'est même pas une question de dire... Ouais, mais là, vous avez pas le droit de parole parce que vous l'avez pas joué. On s'en fout de ça, là. Honnêtement, là, c'est pas le point, t'sais. C'est juste que pourquoi tracher un espoir sur sa saison alors que un joueur s'invite dans la discussion? C'est normal, il va toujours en avoir des joueurs qui vont s'inviter dans la discussion. Puis on le dit tout le temps, le repêchage n'est pas une finalité, c'est le début. Fait que rendu là, si on voit le repêchage comme une finalité, puis que le but, c'est d'avoir raison la journée du repêchage, ben, je suis désolé, mais t'es complètement en dehors de la traque. Là. Complètement, selon moi. Il y a beaucoup de monde qui n'ont pas compris mon envolée de tweets, de 4 tweets. Il y en a beaucoup qui ont juste commenté « Ouais, c'est ça, puis Michkov, on le sait pas, là, s'il y a 6 équipes qui ont passé... Qui ont passé par-dessus lui, c'était comme « c'est pas ça que je parlais, c'est pas ça. » C'est le memes, là, « You and the joke », là. C'est the point. Ben, il y en a qui n'ont pas compris le point de ce que je disais, c'est-à-dire, là, ils ont commencé à tracher Michkov, qu'on sait pas Michkov que ça va donner. Et je comprends, parce que j'ai quand même retweeté quelque chose qui parlait en mal de Reinbacher par rapport à Michkov. Puis il y en a qui ont traché Bader aussi. Ça, c'est pas ça le but, là. Mais ça m'a fait bien rire. C'est comme, j'ai eu des notifications, ça a fait ploum, 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 ploum. Puis j'avais plein, j'étais comme, bon, je vais aller voir ça. Puis j'ai vu plein de commentaires, j'étais comme, c'est pas ça que je voulais. Je comprends, mais c'est pas ça que je voulais. C'est complètement le contraire. Mais c'est pas grave. Ça a fait quand même des belles discussions. J'ai quand même aimé. Il n'y a pas eu de bashing, mais juste de me retweeter en disant que je suis un cave. Ça arrive quand même souvent.
Donc, fait que c'est un beau... on est quoi? On est lundi? Un beau dimanche soir. Mais, Pascal, je conclus le point là-dessus. Tu as eu beaucoup de notifications, tu as eu beaucoup de réponses. Est-ce que tu t'es fait offrir des nus dans les bios? Non, dans des messages privés. Des messages privés demandent de parler. J'ai comme, what the fuck, c'est quoi ça? Je paye. Ah, sacrément. Là, bloqué. Je pense qu'on a eu 3. Comme, OK. Ah, toi, je te garde. J'ai un abonnement à 3 piastres par mois. C'est une joke. Ça n'a aucun sens. C'est fou parce que des fois, mettons, eux autres qui ont vraiment beaucoup d'abonnés, ils doivent le voir, là. Mais t'as des mots, mettons que tu marques plaisir dans ton tweet ou pleasure, puis tu sais, des affaires de même, t'as vraiment beaucoup de plus de likes de bots sexuels, là. Puis quand c'est un tweet vraiment plain, en tout cas, bref, prude, t'en as pas tant. Puis dans un des 4 tweets, il y a plus de mots un peu de même, puis genre, t'as vraiment plus de likes de comptes de même. Puis j'ai pas eu beaucoup de commentaires, par exemple. Fait que j'étais un peu vexé. Mais tu sais, des fois, vous allez voir, mettons que vous avez 1000, 2000, 3000 abonnés, peu importe. Des fois, dans une journée, t'en perds 20, t'en gagnes 30, tu sais, t'as une grosse fluctuation, mais c'est juste des bots de même pour te forcer à écrire un peu plus, pour avoir, tu sais, c'est comme... T'es même pas dans tes notifications, en plus, t'as eu des abonnés de plus. Mais imagine ceux-là qui en ont 20 000, 3000, 300 000, ça doit genre fluctuer comme un fou. Alright. Mock Draft, on va starter ça, Pascal. Oui. On fait le top 10 dans cet épisode-là. Comme je disais en intro, on s'est réparti les équipes. Ceux qui nous regardent en vidéo, vous avez le petit classement, dans le fond, montage de Pascal. On va remplir les choix au fur et à mesure. Pascal a gagné la loterie avec les Sharks. Pascal. C'était un peu triché. Ça ne tentait pas de choisir deuxième. Je me suis mis premier. Pascal, tu prends qui au premier rang? C'est sûr que je prends Celebrini. D'après moi, il n'y a pas de débat, malgré le fait que la gêne de Demidov dans Milstein, en tout cas Dan, on l'appelait Daniel. Daniel a dit que s'il jouait dans NCAA ou dans le hockey junior nord-américain, il serait probablement premier sur les listes. Je suis pas d'accord. Il y aurait peut-être un débat plus enflammé, mettons, mais je pense pas qu'il serait premier sur toutes les listes, loin de là. Fait que oui, c'est Celebrini qui va vraiment aider beaucoup San Jose, qui ont une manque d'espoir qui commence à se renflouer pas mal. Je pense qu'il va falloir qu'ils commencent à drafter des défenseurs aussi. Ça devrait arriver, je pense qu'ils ont le 14e. Ouais, 14e, donc je pense que ça va arriver au 14e rang, mais on va voir, parce que c'est Matt qui choisit 14. On a décidé de garder les équipes un peu qu'on choisissait, mais il y en a quelques-uns que j'ai donné à l'autre, parce que, tu sais, Celebrini, c'est un choix dans le vide, là, fait que j'ai donné à Matt le deuxième San Jose. Puis il y en a qu'on choisit 2 fois de suite, parce que, justement, sinon, ça fait qu'à la patente. Fait que, oui, Celebrini, dans le fond, pour San Jose, ça va stabiliser un peu leur banque d'espoir, qui est un peu boomer bust. Vraiment boomer bust, en fait. Tu sais, Will Smith demeure vraiment talentueux, mais est-ce que ça va vraiment être le gars qu'on pense? Tu sais, il y a quand même un petit parfum de boss dans son genre de jeu qui est un peu plus pour le junior. Donc, on va voir ce que le saut professionnel va faire cette année ou l'année prochaine. Musty, qui avait connu quand même une saison correcte l'année passée, cette année, ça a super bien été, mais il demeure quand même avec des petits red flags là, sur son jeu de temps en temps. Donc, tu sais, on peut se poser des questions, mais en défensive, c'est là que c'est plus problématique, là. Mais tu sais, t'as quand même Eklund. Ben, Eklund, est-ce que ça va être un gars du top 6 réellement, ou, tu sais, à mesure qu'ils vont acheter des joueurs talentueux, est-ce qu'il va baisser dans l'alignement? Fait que, tu sais, la fait que Celebrini arrive, ça va vraiment mettre, OK, lui, premier centre, il va jouer dans toutes les situations, il va produire. Bâtissons après ça avec ce gars-là. Fait que, je suis quand même content de choisir Monsieur Celebrini. Good. J'ai pas grand chose à rajouter là, concernant Celebrini. Fait que je vais passer à ma sélection au deuxième rang. Les Blackhawks de Chicago sont fiers de repêcher Ivan Demidov pour les fans du Canadien au 5e rang. Je comprends qu'il y a des rumeurs, des informations qui circulent au sujet de Artyom Levchunov au niveau des Blackhawks de Chicago. Je comprends que
la possibilité de repêcher un défenseur est bel et bien là. T'sais, on a Alex Vlasic, on a Kevin Korchinski notamment. Fait que on va aller chercher de la profondeur en défensive. Par contre, la raison pourquoi je vais avec Ivan Demidov, puis j'en ai parlé dans le temps d'arrêt avec Étienne, le podcast Le temps d'arrêt, là, mais quand on regarde les gagnants de la Coupe Stanley, souvent tu as un one-two punch. Et avec les Blackhawks, je trouve que ton one-two punch, c'est pas nécessairement Connor Bedard, Frank Nazar, ou Connor Bedard, Oliver Moore, ou Connor Bedard, Lucas Reichel, exemple. Fait que t'as la chance d'aller chercher ton one-two punch. Ivan Demidov, c'est un gars qui restera probablement pas longtemps en Russie, selon les indications actuelles. Et puis, Chicago, on connaît l'historique avec Panarin. Ils ont fait venir plusieurs espoirs russes dans l'organisation dans les dernières années. Fait que je pense que la relation est quand même là. Fait qu'en tout et partout, c'est ça. Tu as la chance d'avoir ton one-two punch, Demidov, Connor Bedard. Puis je comprends que il n'y a pas de gros bonhomme dans ton one-two punch. Mais reste que Jonathan Toews, c'était pas un gars c'était pas un monstre physiquement. Puis Patrick Kane, c'était pas un monstre physiquement, loin de là. Puis ce one-two punch-là t'a procuré des Coupes Stanley. Fait que je pense que du côté de Chicago, on peut pas passer à côté d'Ivan Demidov. Moi, ce qui me ferait vraiment rire, c'est qu'il y ait avec Barek, mettons, ça foutrait le chaos. Ça, ça serait tellement nice. Dans le podcast Le Temps d'arrêt, justement, le principe du mock dans le top 10, c'était plus d'y aller avec des cibles potentielles. Puis, j'étais comme, Chicago pourrait surprendre puis aller chercher genre un Yakemchuk deuxième, un Barek, vraiment foutre la marde vraiment là-dedans. Puis, ils peuvent même y aller avec un Caden Lindstrom aussi, là, d'aller chercher vraiment une solidité à la ligne du centre puis tout. Fait que, mais le but de notre mock à nous, c'est pas nécessairement d'aller chercher des cibles potentielles. C'était vraiment d'arrêter notre choix sur une personne. Puis moi, personnellement, je me mets dans la chaise du DG de Chicago demain matin. Puis je me dis, j'ai la chance d'avoir mon one-two punch. Je passe pas à côté. Ouais, si tu prends le meilleur joueur disponible, niveau de talent, je pense qu'il n'y a personne qui va y aller contre Demidov, là. Surtout avec Bedard dans cette équipe-là, écoute. Ça me fait chier qu'ils soient dans l'Est. Dans l'Ouest, je veux dire, on les verra pas souvent. Au pire, on a la plateforme, c'est pas si pire que ça, là. Mais d'après moi, ça va vendre cette équipe-là. Déjà qu'avec Bedard, c'était quand même pas pire, là. Mais oui, bon choix, Monsieur Paradis, ou Paradise, là, selon Étienne Courchain. On y va avec le troisième, les Ducks, Pascal. Oui, j'ai hésité pour les Ducks. Je crois qu'ils ciblent un défenseur droitier ou des ailiers. Donc, vu que tu as pris Demidov, j'y vais avec Levshunov. Je pense que d'ajouter la solidité de ce gars-là va vraiment aider à long terme l'équipe. Surtout que là, ils n'ont plus Drysdale. Drysdale qui n'était pas nécessairement un gars two-way. Pardon, ma caméra. C'est plus un gars offensif blessé. C'est plus un gars d'estrade, en fin de compte. C'était one-way dans l'infirmerie. Je pense que Levshunov va vraiment les aider. Ce que je lis beaucoup sur lui, qui m'étonne un peu, c'est que c'est un gars vraiment sur un genre de one power, genre qui est bon dans les deux sens, qui est vraiment un choix safe pour la nationale de hockey. Pardon. Je suis pas Pardon. d'accord avec ça. Il y a une progression incroyable au niveau du IQ, c'est-à-dire de sa capacité à jouer dans un système de jeu. Au début de l'année, c'était chaotique, ça n'avait aucun sens. C'est pour ça que je te parlais tout le temps qu'il me faisait tout le temps rire. Je vais en parler plus dans ma liste qui va sortir le 27, un podcast live, là. Mais la progression qu'il y a eu est incroyable. Vraiment, vraiment, vraiment bon. Il a perdu peut-être un peu d'offensive à ce niveau-là pour vraiment se solidifier. Puis c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Puis c'est pour ça qu'il est encore haut dans ma liste. Mais quand je vois que c'est un gars safe, non. il y a les attributs, oui. Mais comme
voyons, mais non. Voyons, j'ai-tu regardé le bon joueur, je me suis trompé. C'est un gars qui est à risque partout, il crée du chaos partout pour sa prise de décision. Oui, il y a eu de l'amélioration. C'est sûr que si tu regardais juste les 4-5 derniers matchs de la saison, ben c'est un gars safe, tu sais, mais tu regardes autre chose aussi, là, fait que... Bref, ça me fait bien rire des fois de voir ça, là, c'est un gars qui n'a pas de KO. Oh, c'est Mister KO, là. Bref, Left 9-3. Alright, je me suis pas fait voler ma sélection pour les Blue Jackets, j'en suis bien content. D'ailleurs, tu sais, je prends la balle au bon, mais on fait l'exercice du mock draft présentement, mais sur Patreon, on a proposé à nos membres d'y aller avec un mock draft Patreon. Fait qu'à chaque jour, on met un sondage avec des cibles et les membres votent pour qui va sortir à ce rang-là. Ça participe pas mal. Ouais, ça participe, on est bien content. Puis, tu sais, honnêtement, il y a des discussions qui s'enchaînent aussi et tout. Puis, c'est le fun. Tu sais, puis, honnêtement, à partir du rang 2, là, on le voit, là. Ça part partout. C'est très hot. Puis, je pense que c'est très réaliste du repêchage qu'on risque d'avoir. Mais, tu sais, aujourd'hui, c'était le choix des Blue Jackets, justement, sur notre Patreon. Puis, les personnes qui ont les plus de votes, les plus de votes, mais les personnes qui ont le plus de cibles dans le mille, dans le fond, qui ont voté pour les bons joueurs au bon rang. Les plus meilleurs. C'est ça, ils courent la chance de gagner un guide de luxe du TSLH Espoir. Fait que c'est pour les membres seulement, mais c'est ceux qui sont intéressés, vous pouvez tout le temps, les posts vont rester sur Patreon tout le temps. Fait que on a bien du fun avec la gang du Patreon. Mais moi, au 4e rang, j'ai hésité quand même. Oui, c'est un gros choix, 4 et 5. Là. J'ai hésité entre un joueur de centre puis un défenseur. J'ai encore confiance en Cole Sillinger, mettons, qui est un joueur de centre qui peut jouer à l'aile aussi, mais... Qui a des rochers. Ouais, mais je trouve qu'il a été mal parti dans la Ligue nationale. Puis tu sais, j'ai quand même encore confiance. T'as un Adam Fantilli, t'as un Gavin Brindley aussi qui est dans les bons espoirs de l'organisation. Fait que je pourrais comprendre qu'on penche vers un joueur de centre. Par contre, pour le mock, j'ai décidé d'y aller avec Anton Silayev. Ouais, j'ai décidé d'y aller avec lui. Je regarde en défensive présentement là, au niveau de Columbus, puis t'as Carson Sulzman, t'as David Jiricek, puis Danton Matejchuk, qui sont des défenseurs offensifs, pas strictement offensifs, mais qui présentent quand même pas nécessairement de stabilité en défensive. Puis au niveau des défenseurs droitiers, tu as Sulzman et Jiricek, mais au niveau des défenseurs gauchers, tu as Matejchuk, puis après ça descend à Stanislav Svozil. Ouais. Un défenseur que j'aime bien, là, mais est-ce qu'il va avoir l'upside un jour pour occuper une place sur un top 4? On ne le sait pas encore. Fait que Anton Silayev va venir, moi je le vois comme un défenseur qui va se développer beaucoup plus sur le plan défensif qu'offensif. Il ne m'a pas donné suffisamment de substance cette année pour le projeter comme un défenseur à développer sur le plan offensif. Il va être capable de contribuer offensivement. Mais je pense qu'avec le profil que tu as devant toi, un défenseur qui est capable de frapper, qui a cette mobilité-là, puis cette capacité à couper le centre sans la rondelle, couper les contre-attaques, je pense que c'est un plan de développement vers le défenseur two-way qui t'amènera peut-être pas nécessairement 60-70 points, mais qui peut te stabiliser le match. Là, il y a beaucoup de travail au niveau du IQ, là. Au niveau de la décision sur la patinoire, parfois Silayev, c'est difficile. Mais moi, Silayev, je trouve qu'il n'y a pas un bon shot pour un défenseur de ce gabarit-là. Je trouve qu'offensivement, oui, il fait des bonnes passes, il est mobile, mais c'est pas un défenseur mobile, mais si tu le développes en gars qui cogne, qui est capable de couvrir les erreurs de tes défenseurs offensifs, lire ici Matejchuk, pas Matejchuk, mais Jiricek, et Sulzman est plus stable défensivement que Jiricek, pareil. Mais c'est ça. Fait que
je trouvais que Anton Silayev venait quand même donner cette possibilité-là au pipeline des Blue Jackets. Il serait probablement la meilleure chose ou la pire chose que Jiricek pourra avoir avec lui à gauche, parce que si les deux sont pas capables de stabiliser... Ah, c'est ça. C'est parce que là, c'est ça. C'est deux tours en défensive qui pourraient donner un duo incroyable dans le futur si le développement va bien. Exact. Si le développement va pas bien, ouh! Non, c'est ça. Puis, tu sais, c'est important de spécifier. Moi, personnellement, Anton Silayev, je l'ai clairement pas dans le top 5. Bon, je pense que le monde le sait. Au mid-season, je l'avais pas dans le top 10, ni même dans le top 15 de mémoire. Je pense qu'il était 16e. Moi, il était 21. C'est ça. Fait que, tu sais, moi, personnellement, je trouve que ça peut devenir un bon défenseur dans la Ligue nationale, mais je vois pas nécessairement le plafond que plusieurs voient. Mais je comprends le concept pour un recruteur de venir vendre ce projet de développement-là à ton organisation et dire OK, on peut pas passer à côté d'un défenseur avec ce gabarit-là qui a cette mobilité-là. Fait que c'est un peu pour ça que je vais avec Silayev. J'aurais pu y aller avec un autre défenseur, mais je comprends le package, je comprends que on puisse vouloir développer, mais j'espère, comme tu dis, qu'ils vont développer parce que deux mauvais IQ, mauvais hockey sense en David Jiricek et Anton Silayev, ça pourrait être difficile quand même. Jiricek nous a quand même donné une bonne saison professionnelle dans la Ligue américaine au niveau offensif, mais tu vois qu'il y a des problèmes même dans cette ligue-là, puis dans le national de hockey. Donc, mais tu sais, Silayev, il est déjà en KHL, puis tu sais, il est pas dumb. Il est pas dumb comme Jiricek, mettons. Niveau IQ, comprendre les systèmes, ça va quand même bien, mais il y a la panique qui s'installe des fois, là. Mais je pense que d'avoir moins d'espace, ça va l'aider. Parce que le patin est là. Fait que je pense que d'avoir la pression qui arrive plus vite, il va apprendre à plus prendre l'information rapidement, à réagir et tout. Fait que tu sais, j'ai quand même hâte de le voir sur des petites patinoires parce que on l'a pas vu dans les dernières années, ça. Parce qu'il n'y a pas de contexte international là, à cause de la Russie. Fait que tu m'as donné quand même le bon choix. Je t'ai rendu ça facile, hein? Ben oui, quand tu t'es Linus, check. C'est une joke. Je vais prendre Nicolas Eisenman. Ouais, ben je vais prendre Caden Lindstrom, là, le nouveau chouchou de plusieurs Québécois et fans des Canadiens de Montréal qui sont partout dans le monde, ça on le sait. Donc, oui, il y a Doc. Oui, il y a Suzuki. Mais Lindstrom, qu'il soit à l'aile ou au centre, ou que Dak soit à l'aile ou au centre, ce gars-là, j'espère qu'il va jouer une saison de plus dans la WHL à cause des blessures. On verra au camp, là. Mais tu sais, ce gars-là solidifie tout ce que tu veux solidifier chez Canadien de Montréal, au niveau robustesse, leadership. Tu sais, oui, la discipline, faut qu'il travaille ça, mais c'est pas grave, parce que je pense quand même que ça a un effet positif sur son équipe, son manque de discipline par moment. Pas en série, mais tu sais, avec tout ce qui a manqué comme bout en saison, là, ça on peut comprendre, là. Mais l'équipe a pas ce genre de prospect-là dans leur pool. T'sais, oui, Jacky, mais c'est un défenseur. Jouer ce rôle-là pour un défenseur, ben, tu perds un défenseur, ça fait mal. Mais ce joueur-là, qui peut se permettre d'être un peu plus indiscipliné ou ben de se battre, c'est pas mal mieux de l'avoir à l'avant. Fait que il y a tout, il coche toutes les cases. Vraiment, il coche toutes les cases pour le Canadien de Montréal. Tout le monde met leur chapelet, sa corde à linge pour qu'il tombe jusqu'au Canadien de Montréal. Puis peu importe qui va être disponible avec ce gars-là, sauf si c'est Demidov, je pense pas qu'ils vont choisir un autre joueur que ça. Je verrais mal les voir prendre Iginla, Soneka, ou Lev Shunov, ou Silayev, ou Demidov, non, là. Mais je les vois pas prendre un autre joueur que lui s'il est disponible. Il y a tout. Il y a tout ce que le Canadien manque depuis vraiment longtemps. Puis Dak, avec les blessures, veut pas, il y a des points d'interrogation. Il y a des drapeaux rouges. Fait que lui, il ferait comme enlever la pression à Dak d'en revenir fort. Puis il aiderait tout le système du top 6, voire top 9 pour commencer. Fait que c'est le joueur. Puis je te remercie, je vais sûrement me gagner quelques abonnés. Parce que j'ai mis Lindstrom. C'est le choix logique pour les Canadiens de Montréal, mais aussi quand même pour les Ducks et ben pour toute l'équipe, toutes les 4 équipes
autre que San Jose pour le top 5. Il fonctionnerait dans toutes, mais si on met un peu plus de besoin dans notre évaluation, on peut aller ailleurs pour les 3, pour 2, 3, 4, je pense, comme on a fait. Je pense que c'est l'AIF, c'est un très bon choix aussi pour Columbus. Là. Mais on verra bien, mais c'est ça. Je pense que c'est un bon choix pour eux autres. J'ai pas rien d'autre à ajouter. Là. Moi, j'ai été assez vocal là-dessus sur Twitter, sur les podcasts ou à Boulevard quand je t'allais donner des chroniques. Là. Moi, si Demidov il est sorti et que Lindstrom il est disponible, tu pognes Lindstrom, tu t'ostines même pas là-dessus. Que, j'ai pas. C'est ça. J'ai un gros centre comme ça, et puis je veux pas faire de comparaison, mais on voit la progression d'un Quinton Byfield. Caden Lindstrom, là, il rentrera pas dans la Ligue nationale l'année prochaine pour tout dominer. Là, je pense qu'il y a quand même du développement à avoir dans ce profil-là. Mais on peut quand même voir, on voit comment Quinton Byfield se développe dans la Ligue nationale présentement. Puis je vois pas comment un Lindstrom pourrait ne pas devenir ce type de joueur dans sa progression. Non, puis ce qui l'aide beaucoup, c'est qu'il est mine. Ce qui l'aide beaucoup, c'est sa robustesse. Ça lui donne un plancher quasiment prêt pour la Ligue nationale de hockey sur un 4 ou un 5e trio. Fait que, tu sais, n'importe quelle équipe, tu fais comme, tu sais, t'as déjà un choix assuré. Un peu comme le Silayev, tu sais, t'as déjà un choix assuré Ligue nationale de hockey en prenant un de ces deux joueurs-là. Parce que, à cause du physique, à cause du patin, pis ce qu'il amène sur la glace, il est facile à projeter. Direct. Et après ça, c'est juste du profit. Fait que c'est pour l'offensive, là. Fait que, tu sais, c'est facile. C'est des choix faciles. Tu sais, même si c'est pas des générationnels, c'est très facile de l'avoir haut dans sa liste. Hein. Avant de passer à mon choix, Pascal, je voulais savoir qu'est-ce que tu entends par 5e trio? J'ai dit 5e trio? Oui. on fait pas de montage, fait qu'on parlait bien d'un 3e, 4e. Là, oui. Écoute. C'est une grosse fin de semaine, la fin de semaine des Patriotes. On comprend ça. Ouais, c'est ça. J'ai la cœur, la reine, hein, fait que... Non, écoute, 5e choix, je pense, je voulais dire. Je sais pas, je me rappelle plus de la phrase. Fait que... Bye! C'est bien correct. Une petite joke par la bande. Je veux te déstabiliser, mais que j'arrive là, dans les choix corsés, là, moi je te déstabilise. Là. Je veux que tu perdes le focus. Puis, Vas-y, Harry Potter. 6e, les Coyotes, Feu Coyotes de l'Arizona. Donc, je vais repêcher pour Utah. Je regarde la banque d'espoir, puis j'ai pas hésité pour ce choix-là. J'y vais avec Zane Parekh. On regarde présentement la défensive de Utah dans le futur. On a rajouté un Dimitri Silayev, un Maverick Lamoureux, qui sont deux défenseurs de gros gabarits, des très grands défenseurs. Pour moi, Simachev collait un peu trop au profil d'un Sam Dickinson. Fait que j'ai décidé d'y aller avec un profil qui est différent de ce qu'on a présentement. Parce que oui, je crois que Sam Dickinson est un meilleur défenseur dans ma liste, mettons. Mais là, quand je regarde les besoins de Utah, je trouve que le profil d'un défenseur en Simachev serait trop similaire à celui de Dickinson. Fait que je vais avec Parekh, défenseur droitier. Maverick Lamoureux est un défenseur droitier. Je trouve pas que c'est un gars qui est très offensif dans son upside. Fait que ça te prend ce corps arrière-là, je trouve, pour l'avantage numérique, notamment. Mais aussi à 5 contre 5, un gars qui, une fois que le jeu est installé en zone offensive, qui va être capable de vraiment générer de l'offensive. Zane Parekh répond à ça. Puis veut pas, une combinaison Logan Cooley et Zane Parekh en powerplay, ça serait assez intéressant à suivre. Rajoute un Clayton Keller puis un Dylan Gunter.
on tient quelque chose. Avec Dawn, là, le fils à Shane, là, ouais. qui Dawn devant le filet, puis tout est beau. Là, très bonne première saison. Mais c'est ça, on a rajouté dans les dernières années un Connor Geeky aussi au centre, qui est un attaquant avec un bon gabarit. On a vraiment focusé sur le gabarit avec les Coyotes dans les dernières années, en Daniel Butt, en Connor Geeky, Simachev, Lamoureux. On s'est vraiment grossi, puis tant mieux, mais ça te prend quand même ce pop offensif-là. Puis en plus, tu as l'occasion de mettre la main sur un pop offensif qui est droitier en défense. Fait que c'est pour ça que j'y vais avec Zane Parekh. Non, c'est un très bon choix. Puis tu sais, il y a aussi la possibilité qu'ils prennent Yakemchuk, mais tu sais, c'est quand même risqué aussi au 6e rang de prendre Yakemchuk, même si Parekh, c'est pas lui que je porte dans mon cœur. Mais je pense que sur les listes, je pense que Parekh pourrait être plus haut. Puis je pense que c'est un bon choix, encore une fois. C'était bon choix pour Ottawa. Il a fallu que tu scratches, wow, c'est ça. Il faut que je te déstabilise. C'est ça. C'est à cause du 5e trio. On aurait dû s'appeler de même comme podcast, le 5e trio. Ottawa, je pense qu'il y a beaucoup d'options pour Ottawa, dont trade down ou échanger leur choix contre un joueur pour leur faire les séries. Mais tu sais, il y a quand même... Je crois qu'à ce point-ci, il faut qu'ils prennent un gars qui est pas si loin que ça de la Ligue nationale de hockey. Donc, tu as quand même Iginla qui est pas si loin. Je pense que Cadden est quand même loin, donc je le tasse de l'équation. Tu as Boyum qui est intéressant, mais je pense qu'il est un peu plus loin que lui que je le remets, c'est-à-dire Sam Dickinson. Je pense que Sam Dickinson n'est pas si loin que ça de la Ligue nationale de hockey. Il a été élevé avec London. Ah ouais, Sam, tu mets son prénom, c'est parfait. Pour ceux-là qui sont en vidéo, ils vont comprendre. Je pense qu'il n'est pas si loin que ça. Il a été élevé avec London, une bonne machine de hockey. En série, il est incroyable. Il a développé beaucoup son jeu offensif. Je pense que c'est la créativité, sa prise de décision sur les rushs. Je pense que c'est vraiment bon. C'est pas nécessairement un Parekh en offensive. Il n'y a pas le tir de Parekh, mais c'est meilleur que Goulet, mettons. Au même âge, là, surtout. Là. C'est meilleur que Goulet, moins bon que Parekh. Bref, je trouve vraiment que c'est un bon two-way qui amène beaucoup de choses sur la patinoire. Un peu plus physique vers la fin de la saison, ce que j'ai aimé beaucoup de lui. Je pense qu'il serait parfait pour supporter Sanderson avec les Sénateurs. Fait que moi, j'hésite pas tant que ça, mettons, à mettre lui. Je mets pas Boyum parce qu'il est plus petit. Plus de difficulté à s'imposer en défensive aussi. Plus de panique sur le bord des bandes. Alors que Dickinson, c'est vraiment facile pour lui. Fait que c'est pas si dur que ça pour moi de mettre lui. J'aurais aimé ça un défenseur droitier. Évidemment. Yakemchuk, je pense pas que c'est ça qu'il faut au sénateur. Je pense vraiment que c'est plus Dickinson. Puis que ça enlèverait beaucoup de pression à Jake Sanderson dans leur avenir pas si lointain que ça. Ils joueront pas l'année prochaine, mais dès l'année d'après, selon moi, ils ne devraient pas être si loin que ça de la Ligue. Là. Ouais, là, c'est à ton tour de me déstabiliser, là, parce que j'entrevoyais beaucoup Sam Dickinson pour ma prochaine sélection au niveau du Kraken. Fait que, parce que moi, dans ma tête, je me disais, tu sais, le profil d'un Jake Sanderson est-tu trop similaire à celui de Sam Dickinson? Fait que j'espérais quand même que tu me prennes un autre joueur pour Ottawa, mais bon, c'est... Je vais devoir réajuster avec une autre cible que j'avais pour le Kraken. Puis j'enchaîne justement avec le Kraken qui repêche 8e. Que je te vois, bonus. C'est une formation qui repêche... on dirait qu'on repêche comme des coups de circuit à chaque année depuis qu'ils sont dans la ligue. Puis, tu sais, par coup de circuit, j'exclus quand même Shane Wright parce que je pense que rendu au 4e rang, c'est plus tu le prends, là. C'est ça. Tu le prends. Il tombe dans les mains. C'est ça. Mais tu sais, quand je regarde leur pipeline, t'as Carson Rakoff, t'as Jagger Furkush, David Goyette. Après ça, t'as Lukas Dragicevic en défensive, Ty Nelson,
On dirait que le Kraken a repêché tous les joueurs que j'ai diminués dans mes évaluations parce que je trouvais que c'était trop des coups de circuit. Il y a trop de risques à leur candidature. San Jose est un peu pareil. Hein. Ouais, mais tu sais, au moins, on peut quand même se le permettre, Seattle, parce qu'on a mis une bonne formation sur la patinoire dès le début. Tu sais, on s'est pointé en série. Cette année, on n'a pas fait les séries. Tu sais, c'est une équipe dont le noyau est quand même relativement jeune. Tu sais, on essaie de bâtir autour de Matthew Beniers. T'as un Ty Carter qui s'en vient, puis t'ajoutes des jeunes vétérans autour de ça. Mais moi, j'ai arrêté mon choix sur Cole Eiserman. Ok, je pensais que tu allais vers M. Catton. Non, ben, écoute, si on faisait un mock draft pour y aller avec des cibles potentielles, je pense que Catton serait une cible potentielle pour les raisons que j'ai énumérées au début. C'est qu'on va chercher le upside offensif maximal. On considère pas vraiment le plancher. On y va pour des coups de circuit. Fait que Berkeley Catton, oui, ça pourrait être une cible. Mais je regarde le pipeline présentement, puis je trouve que c'est beaucoup de joueurs qui ont eu du succès offensif dans le junior, mais je doute un petit peu de leur capacité à marquer des buts et à créer de l'offensive dans la Ligue nationale. Pas faux. Puis t'as un gars comme Cole Eiserman que je vois comme un marqueur de 40-45 buts dans la Ligue nationale. J'ai de la misère à passer à côté de ça, surtout parce que t'as un certain Matthew Beniers qui va être, à mon avis, plus tard, un des meilleurs joueurs sur 200 pieds dans la Ligue nationale. C'est une qualité qu'on lui a vue au repêchage. Puis je pense que ça va se développer avec l'expérience. Il n'a pas eu une bonne saison cette année. Mais tu mets un gars, justement, comme Beniers qui va s'impliquer, qui va couvrir un petit peu les lacunes qu'on voit tous de Cole Eiserman au final. Là, qu'on l'ait 3e ou 10e ou 12e dans une liste de meilleurs espoirs. Les lacunes sur la patinoire, on les voit toutes. Rendu là, ça dépend de l'appréciation, du plancher, plafond et tout. Je ne reviendrai pas là-dessus, on en a suffisamment parlé. Mais je trouve que de mettre un Cole Eiserman sur un premier trio ou sur un deuxième trio avec un joueur de centre comme Matthew Beniers puis Shane Wright, des gars qui sont bons sur 200 pieds, tu viens de maximiser le potentiel d'un marqueur de but comme Cole Eiserman. Ouais. Surtout que c'est deux gars qui est capable de créer de l'espace puis d'alimenter un gars comme ça. Fait que j'y vais avec Cole Eiserman au 8e rang. Ah, tu me facilites la tâche. Je suis gentil des fois. T'es gentil des fois. Ben écoute, les Flames voient ça arriver au 9e rang. Ils voient encore Tish Higgin là, de disponible. Je crois qu'ils sautent dessus. Ben, je sais pas. Je pense qu'ils sautent dessus, puis le papa, il saute dans les estrades. Oui, j'ai pris Tish Higgin là pour Calgary, qui a besoin d'un peu de tout. Je pense qu'il pourrait même essayer de trader up. Ça ne m'étonnerait pas pantoute pour aller le chercher. Ou aller chercher peu importe qui cible, là. Mais c'est un choix parfait pour eux qui aiment bien ça, les gars complets, qui amènent du physique, du leadership. C'est, ben, tu sais, il y a un Higgin là. Ils cherchent vraiment un Higgin là, selon moi. C'est le genre de joueur qui va vraiment s'épanouir dans ce contexte-là, dans cette équipe-là qui se cherche, mais qui a quand même cumulé des espoirs, des choix repêchage pour les prochaines années, qui continue sa destruction, si on veut. Donc, je pense que c'est quand même un bon choix là, pour débuter ou continuer cette destruction-là pour reconstruire. Puis quoi de mieux que de prendre l'ADN des Flames, c'est-à-dire Higgin là pour ça. Je pense qu'il n'y a pas de meilleur choix pour eux au 9e. Puis je suis pas mal sûr qu'eux aussi, ils mettent un petit chapelet sur leur corde à linge. Si vous connaissez pas cette expression-là, bref, c'est ça. Là. T'espères qu'il fasse beau pour la pêche demain, tu mets un chapelet. Bref, je crois pas à ça, là, c'est une blague. Mais ouais, Higgin là, pour les Flames, je pense que ça serait parfait pour eux.
C'est le dernier rang pour cet épisode-là. Je vous rappelle qu'on va avoir les rangs 11 à 20 sur Patreon jeudi, le 23 mai. C'est pour les gens sur les plateformes publiques, c'est ça. On fait les épisodes puis on les rend disponibles dès l'enregistrement. Donc, le 10e avec les Devils, c'est le dernier rang pour cet épisode-là. J'ai hésité entre deux candidats. Je sais que dans plusieurs mock drafts, on envoyait Cole Eiserman au 10e, puis moi, j'ai décidé de le prendre avec le Kraken. Moi, personnellement, je regarde la banque d'espoir, l'alignement actuel au niveau des Devils. Je trouve qu'en offensive, je vois pas nécessairement de problème en offensive. Je pense que c'est un manque d'expérience cette année qu'on n'a pas fait des séries. Le hold 104, c'est parce que t'as pas tant de problèmes en offensive. Exactement. J'ai pas abandonné dans le développement de Holtz, mais j'espère quand même que ça va se raplomber assez rapidement. Mais tu sais, t'as un Jack Hughes, t'as un Jesper Bratt, t'as Dawson Mercer qui a connu une petite baisse cette année, tu sais. Puis en plus, tu as signé Timo Meier pour longtemps. Fait que, puis Nico Hischier, il ne faut pas l'oublier. J'allais l'oublier. Mais, mais tu sais, c'est ça. Je pense qu'en offensive, on est bien nantis. En défensive, je trouve que tu as un Luke Hughes, un Simon Nemeth, qui sont des défenseurs à caractère offensif avec des profils similaires ou presque, là, avec des plafonds quand même différents, mais je trouve que c'est des profils de défenseurs qui peuvent se ressembler. Et dans le pipeline, quand tu descends en défensive, tu sais, t'as un Seamus Casey qui est un défenseur très offensif, mais qui a un petit gabarit, tu sais, c'est classique puck-moving defenseman que tu en as 800 à chaque année, tu sais, des prototypes comme ça. Fait que vous devinerez que je suis allé avec un défenseur. J'y vais avec... J'ai hésité entre deux. J'y vais avec Carter Yakemchuk. Hey. J'ai hésité avec Zeev Boyum parce que personnellement, je préfère Zeev Boyum. Je préfère son profil si je me rapporte à ma liste de meilleurs espoirs. Mais les Devils sont en mode gagner maintenant. On veut faire les séries. Je pense que Zeev Boyum, tu sais, il a été magistral en NCAA cette année, à son année recrue. Tu sais, je pense pas que je puisse m'avancer à dire ce gars-là, il est pas NHL ready dans 2-3 ans. Là. Il a quand même prouvé en NCAA qu'il a été capable de s'adapter, de prendre des grosses minutes, même en finale. Tu sais. Mais Yakemchuk, je le vois beaucoup plus proche de la Ligue nationale, tu sais, par le profil, par le gabarit, le jeu physique. Il amène une dimension différente de ce qu'ils ont. Puis c'est ça. C'est exactement ça. Zeev Boyum, ce qu'il apporte en défensive peut être apporté par un Luke Hughes, par un Simon Nemeth, par un Seamus Casey s'il se faufile dans la Ligue nationale. Fait que je pense que Yakemchuk, cette dimension physique-là, le fait que c'est... Il n'y a pas ses 30 buts cette année. C'est ça, il me semble, Pascal, il y a 30 buts cette année, Yakemchuk dans le junior. Oui. C'est ça. Je me trompe pas. Il les a pas... il les a pas achetés. Là. Il les a récoltés parce qu'il a un excellent tir. Puis, tu sais, moi, au début de l'année, je n'étais pas super vendu à Yakemchuk. Tu sais, je voyais pas nécessairement... je voyais beaucoup de lacunes. J'ai peut-être tombé sur des mauvais matchs. Puis, ma batch de visionnement jusqu'à la fin de l'année m'a fait comprendre ce que Simon Servant a essayé de me faire comprendre toute la saison. Là. On demande souvent aux attaquants de terminer leurs actions au filet, mais Carter Yakemchuk termine ses actions au filet en étant un défenseur. Une année, je t'avais dit que s'il y avait un défenseur cette année qui pourrait jouer à l'avant, que je serais pas étonné, ça n'arrivera pas, ce serait probablement Carter Yakemchuk. Parce que, justement, power forward, ce serait vraiment ça son rôle. Et je serais probablement meilleur dans ce rôle-là qu'Anderson, le Canadien. Mais oui, exactement. Je l'avais 13e à mi-saison. C'est le profil. En plus, il est rugueux.
Okay. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, ils en ont pas de défenseurs physiques capables de contribuer à l'offensive. Ben, il y a Ball, là, capable de contribuer à l'offensive, ça. Non, il n'y en a pas. Exact, c'est ça. Fait que, tu sais, t'as un gars, tu sais, qui peut... Tu sais, tu le jumelles avec un Luke Hughes, exemple, ou... ouais, c'est ça, un Luke Hughes. Luke Hughes va être capable d'être offensif sur cette paire-là, mais Yakemchuk aussi. Mais en plus, il va être capable de te donner cette touche physique-là pour justement créer de l'espace et tout. Faire des choses que Luke Hughes ne fera pas. Tu ne demanderas pas à Luke Hughes de ramasser tout le monde puis d'être méchant. Yakemchuk peut jeter les gants aussi. C'est ça, fait que c'est un peu vers là que j'allais pour les Devils, puis surtout par le fait que c'est un joueur plus sûr d'être proche de la Ligue nationale. Puis je veux rien enlever à Boyum, je reviens un peu à ta mise en garde. J'aime mieux le profil à Boyum dans une liste, mais quand je regarde les besoins, je pense que Yakemchuk est plus facile à projeter dans la Ligue nationale rapidement, puis les Devils, ben, c'est ça qu'ils veulent. Ouais. Ils veulent gagner maintenant. Fait que voilà, j'y vais pour le défenseur. 5 défenseurs dans les 10 premiers quand même. Je pense que ça ne sera pas si différent. Je pense que les 10 joueurs qu'on a nommés sont quand même potables au niveau des 10 rangs pour le repêchage. Ça pourrait être complètement différent. Ça pourrait être Boyum, justement, qui sort avec Elenius, mettons, au Beckhaden à la place d'Eisenman. Mais je pense que les 10 noms qu'on voit là, ça serait très possible de les voir sortir dans les 10 premiers. Je me souviens plus de Mackenzie, sa liste. Là. Ça devait probablement ressembler un peu à ça. Là. Mais ouais, je pense que chaque choix fait quand même du sens. Puis j'ai quand même hâte de choisir pour Buffalo. Je me suis noté pas des noms, mais plus des besoins. De Buffalo. En fait, il aurait pris Yakemchuk, mais il est plus là. Fait que ouais, c'est vraiment le fun à faire les mock drafts tout seul ou un contre un où chacun on choisit un après l'autre. Là. C'est tout un exercice le fun. Puis il faut vraiment voir ça pour ce que c'est-à-dire c'est des coups de dés. On se base un peu sur la philosophie des dernières années, ce qu'ils présentent, alors que certaines équipes font juste prendre le meilleur, peu importe ce qui arrive. Mais selon moi, c'est assez rare, les équipes qui font ça. Hughes l'a confirmé, m'a amené, il a dit, Kent Hughes, il a dit, si t'as 2 joueurs qui sont vraiment proches de ta liste, puis que t'as besoin d'un défenseur droitier, mais tu vas prendre un défenseur droitier et non pas l'ailier. C'est ça qu'ils ont fait l'année passée. Fait que, puis, je peux les comprendre. Fait que c'est ça. Ouais, je pense qu'on peut dire ça. Nous, on y va selon ce qu'on a suivi toute la saison au niveau des profils des espoirs. On regarde vite les besoins qu'on cible chez les organisations. On y va d'analyse pour ce mock draft-là. Mais la réalité, c'est que la liste des Ducks, la liste des Devils, la liste du Kraken, on n'a aucune idée à quoi ressemble. On m'a dit. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, je donne l'exemple encore une fois, mais de la liste de Bob McKenzie. T'as des recruteurs qui ont des joueurs qui ont dans le top 5, puis des recruteurs, le même joueur, ils l'ont 14, 15, 20e. Fait que si les équipes dans la Ligue nationale ont des listes aussi différentes, imaginez à quel point ça se peut qu'on soit dans le champ, puis en même temps, ça se peut qu'on soit au ride-on aussi. Ouais, ça arrive. Il n'y a absolument rien qui nous dit que... Il n'y a absolument rien qui nous dit que le Kraken n'a pas Cole Eiserman 2e sur sa liste. Là. Fait que rendu au 8e, si Eiserman est encore disponible, ils vont faire « Hey, merci, on va le prendre. » Puis je donne Eiserman, mais c'est la même chose. Les Flames ont peut-être TJ Ginla 3e sur leur liste. Puis là, tu arrives au 9e rang. « Hey, TJ Ginla, il est là. » Criff, on pogne TJ Ginla. On le saura jamais que TJ Ginla était 3e sur la liste de Calgary. Tout ce qu'on va faire, c'est que dans 5 ans, on va dire, ben, Calgary ont pris tel joueur, puis il y avait tel joueur de disponible. C'est ça qu'on va faire, mais au final, on ne sait pas c'est quoi la liste des équipes. J'aime beaucoup les vidéos post-draft. Là. Surtout Minnesota, c'est vraiment le fun. C'est plate que Minnesota nous en avait servi un solide. Ouais, Urov, puis Egrin. C'était quand même vraiment le fun de voir un peu la décision que c'est pris, que Urov était plus haut, mais ils ont attendu plus bas. C'est comme on n'est pas... Tout le monde sait un peu ça, mais on ne sait pas si ça se fait. Oui.
ça se fait. Donc, et voilà. Exercice toujours le fun. J'espère que vous allez participer un peu dans les commentaires aussi, même si c'est plateforme publique, n'est pas de problème. Vous pouvez questionner nos choix, c'est là pour ça, puis on va essayer de répondre le plus possible. Ben oui, si vous êtes rendu à la fin de l'épisode, ben les gens sur YouTube, sur Spotify, vous pouvez venir sur notre chaîne YouTube. Partagez-nous votre top 10 mock draft en commentaire. Puis on va se lancer une belle discussion là-dessus. Il n'y a pas de mauvaise réponse là, dans un mock draft. Là. C'est une liste. Je pense que faut que ça laisse place aux observations. Faut avoir une certaine argumentation. Ben, un mock draft, à la base, on fait ça pour s'amuser. Ben, c'est de la loterie. C'est comme... Il n'y a pas de mauvaise réponse. Non, c'est ça. En 2020, on a fait de l'exercice, moi, Max et Larchie et Matt. Matt avait regardé 0 joueurs, juste il avait lu des profils. Puis je pense qu'à la fin d'année. J'avais regardé. À la fin d'année, ouais. C'est ça. À la fin de l'année, j'avais regardé quelques joueurs, mais sur un top 32, j'avais peut-être regardé 15 joueurs. Là, c'est ça. Puis on a fait un mock draft, je pense qu'il y avait 31 équipes ou 30 dans ce temps-là. J'avais un système de pointage un peu, là, tu t'éloignes ou whatever du choix, tu gagnes des points, puis si tu avais le moins de points possible, c'est là que tu gagnais. Puis sur les 19 premiers choix, j'en avais 9 exacts. Malgré tout, à cause de mon système de points, c'est Matt qui a gagné. Alors que moi et Max, on avait regardé pas mal plus. Fait que tu sais, ça demeure un jeu. On s'en vient, c'est ça. Wow! Elle t'a mis dans le coup. Fait que donc, c'est ça. Faut pas prendre ça au sérieux. Puis si t'as pas raison, c'est pas grave. Si t'as raison, tant mieux. Yeah! Si mais t'as sinon, pas raison, tu dis rien. Si t'as raison, tu te vantes pendant 3 ans. Exactement. Je me suis pas trompé. Alright, merci Pascal. C'est vraiment le fun comme exercice. On l'a déjà dit. Puis on reprend ça pour les rangs 11 à 20. Puis on va faire aussi 21 à 32 dans un autre épisode. Donc merci à ceux qui étaient en direct avec nous sur Patreon. Puis on vous invite à consulter notre Patreon. Trouvez-vous un forfait qui vous intéresse? On a plusieurs forfaits disponibles avec des offres différentes. Ça va de 2 à 11 $ par mois. Vous pouvez annuler, vous pouvez baisser votre forfait en tout temps. On a beaucoup de contenu repêchage qui sort dans le prochain mois. Donc, n'hésitez pas à consulter le Patreon. Donc, merci beaucoup. Puis, on se revoit dans un prochain épisode.